Elle a doucement déhité non, j'ai souri malgré la douleur je suis parti pour DEBON. Le verre était encore tiède quand elle l'a posé, à moitié vide, taché de rouge à lèvres, silencieux. Je me tenais dans le couloir, tenant la petite boîte en velours dans ma main, l'écoutant rire de quelque chose sur son téléphone. Ce n'était pas moi. Je n'étais plus drôle. Pas pour elle. Elle ne m'avait pas encore vu. Je n'étais pas censé rentrer si tôt, mais j'avais oublié mon portefeuille. C'est drôle comme quelque chose d'aussi petit peut faire voler en éclats toute votre vie. J'ai franchi la porte et suis entré dans un moment que je n'aurais jamais pensé vivre. Elle était là, recroquevillée sur le canapé, les orteils repliés sous elle, le visage illuminé par la lumière d'un message qui la faisait glousser comme si elle avait à nouveau 16 ans. Je n'avais pas vu ce rire depuis des mois. Il me manquait, mais il n'était pas pour moi. Elle a levé les yeux lentement. J'ai vu l'hésitation avant le sourire. La peur, la culpabilité, le calcul. Puis le sourire est venu. Trop tard, trop forcé, trop prudent. Tu es rentré tôt, a-t-elle dit, comme si elle ne venait pas d'être surprise en train de se défaire de la personne qu'elle prétendait être. J'ai oublié quelque chose, ai-je dit. Le silence n'était pas confortable. Il était étouffant. J'ai voulu lui demander alors, qui était-il? As-tu même sourcillé en effaçant mon nom de ta joie? Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à la table, posé la boîte en velours et l'ai fait glisser sur la surface comme si je lui offrais un morceau de mon âme enveloppé dans un ruban. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Je l'ai regardé comme un homme qui regarde la mer monter sur son Porsche, impuissant. Déjà fatigué, déjà mouillé jusqu'aux genoux. Ouvre-la, ai-je chuchoté. Elle l'a fait. À l'intérieur se trouvait la bague que j'avais achetée 2 semaines plus tôt. J'avais planifié tout un moment. Un voyage, une lettre, un lever de soleil. Tout cela était inutile maintenant. Elle ne l'a pas touché. Elle l'a fixé. De la même manière qu'on fixe un bleu qu'on n'a pas remarqué jusqu'à ce qu'il commence à faire mal. Je ne peux pas, a-t-elle dit. 3 mots. Simple. Définitif. Elle l'a dit doucement, comme si la douceur pouvait annuler le fil de la lame. J'ai souri. Non pas parce que j'allais bien, mais parce que m'effondrer devant elle aurait été la dernière chose que j'aurais jamais donnée à une femme qui avait cessé de me voir comme le sien. Et puis j'ai marché. Pas vers la voiture, pas vers la rue. Je me suis éloigné de la vie à laquelle j'avais supplié d'appartenir pour toujours. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant. Je n'ai même pas fermé la porte correctement. Elle est restée entr'ouverte derrière moi comme une phrase inachevée. L'air était immobile, le lampadaire vacillait, et mes pas résonnaient trop fort pour un moment comme celui-ci. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas où j'allais et ça n'avait pas d'importance. Je savais juste que je ne pouvais plus rester dans cette maison une seconde de plus. Cette maison qui sentait son parfum, qui abritait nos photos de mariage sur les murs, qui répercutait chaque mensonge qu'elle racontait avec ce doux sourire d'entraînement. J'ai fini au dîner ouvert 24h24 sur l'Arquin Avenue. Je me suis assis dans la cabine la plus éloignée, où le faux cuir était déchiré sur les bords et la table avait encore des cernes de café de la mauvaise nuit de quelqu'un d'autre. Je n'ai rien commandé. Je suis resté assis là, à regarder par la fenêtre comme si la pluie pouvait me donner une réponse. Mon téléphone a vibré 2 fois dans ma poche. Je ne l'ai pas regardé. Je savais que c'était elle. Elle envoyait toujours des textos au lieu d'appeler quand les choses devenaient émotionnelles. Plus facile de contrôler la conversation. Plus facile de réviser ses pensées quand quelqu'un ne peut pas entendre votre voix se briser. J'étais sur le point de partir quand un serveur est passé et a posé un chocolat chaud devant moi. J'ai levé les yeux, confus. Il a juste haussé les épaules et a dit, « Une dame a dit que vous aviez l'air d'avoir besoin de quelque chose de chaud. » Ce n'était pas elle. C'était une femme dans la cabine du coin, peut-être dans la cinquantaine, lisant un livre de poche usé. Je lui ai fait un faible signe de tête, puis j'ai fixé la boisson. Je n'ai pas bu une gorgée. J'ai juste laissé la chaleur réchauffer mes mains pendant que le reste de moi restait froid. Finalement, je suis allé chez mon frère. Il vit au 2e étage d'une maison qui sent le popcorn rassis et les vieilles chaussettes de sport. Il a ouvert la porte, a vu mon visage et n'a pas dit un mot. Il m'a juste laissé entrer et m'a tendu une couverture. Aucune question, aucun jugement, juste un hochement de tête qui disait « Reste aussi longtemps que tu en as besoin ». Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un torticolis et un mal de tête lancinant.
Mon téléphone avait 7 messages manqués d'elle. Je les ai tous lus. Il commençait par « Il faut qu'on parle », puis passait à « Je ne le pensais pas comme ça ». S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Et enfin, peux-tu au moins être mature à ce sujet? Ce dernier m'a touché. Mature. Je lui ai tout donné pendant 6 ans. Je l'ai laissé devenir mon monde entier pendant que je devenais une note de bas de page dans le sien. J'ai avalé chaque insulte silencieuse, chaque excuse tardive, chaque dîner manqué et chaque baiser creux, et elle voulait parler de maturité. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là, ni le lendemain. Mais au 3e jour, quelque chose a changé. Pas dans ses textos, mais en moi. J'ai arrêté de sentir que je saignais. Ça a commencé à ressembler plus à une brûlure, à vif, mais en voie de guérison. Et c'est là que j'ai commis la plus grosse erreur depuis le moment où j'ai dit oui. Je suis retourné à la maison. Pas pour supplier, pas pour arranger les choses. Je me suis dit que je voulais juste tourner la page. Je n'avais aucun plan, juste une mauvaise idée et une clé de maison qui fonctionnait encore. Au moment où je suis entré, le silence m'a frappé à l'estomac. Ce n'était plus la même maison. Elle sentait la lavande et le citron, son mélange de nettoyage habituel. La vaisselle était empilée. Le linge était plié comme si elle le préparait pour quelqu'un d'autre. Je suis entré dans la chambre et tout était trop net, trop organisé. Une version hôtelière de notre mariage. Je me suis assis sur le bord du lit, j'ai pris une profonde inspiration, et c'est là que je l'ai vu. Son ordinateur portable, toujours ouvert, toujours déverrouillé. Je sais que je n'aurais pas dû. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait, mais j'ai cliqué. Là, dans un dossier innocemment intitulé « Notes de travail », se trouvaient des captures d'écran. Des dizaines. Certaines étaient des textos. D'autres, des messages privés sur les réseaux sociaux. Des conversations entre elle et un certain T aguicheuses, secrètes, familières. Un message s'est démarqué. Il disait « Il ne se doute de rien ». Je lui ai dit que c'était juste un truc d'équipe. Je serai avec toi tout le week-end. J'ai hâte de m'endormir enfin à nouveau à tes côtés. Encore. Ce mot a frappé plus fort que le « non » qu'elle avait chuchoté 3 nuits plus tôt. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas une erreur. C'était une seconde vie. Une vie qu'elle avait organisée dans mon dos pendant que je jouais l'idiot loyal dans sa première. Je n'ai pas fracassé l'ordinateur portable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai simplement refermé. J'ai laissé ma clé sur le comptoir et je suis ressorti. Seulement cette fois, je n'ai pas arrêté de marcher. Je ne suis pas rentré chez moi. Je n'ai marché nulle part en particulier. J'ai juste avancé, rue après rue, pâté de maison après pâté de maison, jusqu'à ce que mes jambes commencent à me faire mal et que mon esprit devienne engourdi. Quand je me suis assis à nouveau, j'étais sur un banc froid devant une laverie automatique, à 3 quartiers de là, serrant toujours le poing comme si j'essayais de m'accrocher à quelque chose qui m'avait déjà glissé entre les doigts. Ce n'était plus seulement la trahison. C'était le poids de toutes les années que j'avais passées à construire quelque chose qu'elle n'avait jamais eu l'intention de garder. J'ai rejoué ce message dans ma tête. J'ai hâte de m'endormir enfin à nouveau à tes côtés. Encore. J'ai répété ce mot pour moi-même encore et encore jusqu'à ce qu'il semble vide de sens. Mais il n'était pas vide de sens. C'était la confirmation. Ce n'était pas juste quelqu'un qu'elle avait rencontré récemment. C'était quelqu'un qui connaissait déjà la sensation de son souffle dans le lit. Quelqu'un qui avait été là où j'avais autrefois ma place. Quelqu'un qui vivait dans les coins de mon mariage bien avant que je ne remarque les ombres. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné chez mon frère. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas m'asseoir sur ce canapé grumeleux en faisant semblant d'aller bien alors que mes entrailles se dénouaient. Au lieu de cela, j'ai payé pour un motel bon marché juste à la sortie de l'autoroute, le genre d'endroit où personne ne pose de questions et où le silence est assez fort pour vous écraser la poitrine. Je me suis assis sur le bord du lit, fixant mon reflet dans l'écran noir de la télévision, et j'ai murmuré « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» comme si c'était une prière. Je dois m'être endormi car je me suis réveillé au son de mon téléphone vibrant contre la table de chevet. Un autre message. Celui-ci, différent. Il faut qu'on parle, s'il te plaît. Pas de nous. C'est important. Urgent. C'était elle. Au début, j'ai pensé qu'elle jouait un tour émotionnel, m'attirant avec une fausse inquiétude,
mais quelque chose dans la formulation a retenu mon attention. Pas de nous. Urgent. Je l'ai ignoré. J'ai jeté le téléphone sur le lit. Puis, 10 minutes plus tard, un autre message est arrivé. S'il te plaît, Daryl, tu dois voir ça. Je ne savais pas comment te le dire. Tu me détesteras encore plus si tu l'apprends par quelqu'un d'autre. Ça, c'était nouveau. Elle ne niait plus rien. Elle avait peur. De quoi? Que je publie les messages en ligne, que j'aille voir son patron, que je détruise sa nouvelle relation comme elle avait détruit notre mariage. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, mais je connaissais ce ton. Je l'avais entendu une fois auparavant, il y a des années, quand elle avait heurté une voiture en stationnement et avait essayé de le cacher pendant 2 jours avant que la culpabilité ne la fasse craquer. La même panique s'accrochait à ces messages maintenant. Alors, comme l'idiot que je suis, j'ai répondu. Je lui ai dit de me retrouver dans un lieu neutre, le parking du marché Larson. Espace ouvert, public, pas de scène. Elle a accepté instantanément. A dit qu'elle serait là dans 20 minutes. Je suis arrivé en avance, je me suis assis dans ma voiture, la fenêtre juste assez entr'ouverte pour laisser le vent me rappeler que j'étais en vie. J'ai répété toutes les versions de ce que je pourrais dire. La colère, l'indifférence, le sarcasme. Mais quand sa voiture s'est garée, aucune de ces versions n'est sortie. Je suis juste resté là, les bras croisés, attendant comme quelqu'un sur le point d'entendre les résultats d'un test dont il connaissait déjà la réponse. Elle est sortie, maquillage minimal, cheveux attachés en arrière, l'air plus petite que d'habitude. Pas physiquement, émotionnellement, comme si le poids de ce qu'elle avait fait commençait enfin à peser sur elle. Elle ne s'est pas dirigée vers moi avec son assurance habituelle. Elle a hésité. C'était rare pour elle. Je ne suis pas là pour supplier, a-t-elle dit. Tu dois savoir quelque chose. C'est à propos de lui. Lui? Le fameux T? L'ombre derrière son sourire. Je suis resté silencieux. Elle a jeté un coup d'œil autour du parking comme si quelqu'un pouvait regarder. Il m'a menti aussi, a-t-elle dit doucement. Tané? Il s'appelle Tané. Il n'est pas celui que je pensais. J'ai cligné des yeux. Tu es en train de dire que le type avec qui tu m'as trompé t'a aussi menti? Tu me demandes sérieusement d'avoir pitié de toi. Elle a secoué la tête rapidement. Non, Daryl, je crois qu'il s'est servi de moi. Tout ça, ce n'était pas juste pour le sexe. Il savait des choses sur toi. J'ai senti quelque chose se tordre dans mes entrailles. Quel genre de choses? Elle a de nouveau hésité. Puis, comme si elle se préparait, elle m'a tendu une enveloppe pliée de son sac à main. J'ai trouvé ça dans son appartement. Il y avait ton nom dessus. Ton nom complet, y compris ton surnom du lycée, celui que je n'ai jamais dit à personne. Ce surnom me hantait. C'était stupide, un truc que les gars du foot avaient inventé. De cette idée. Je ne l'avais pas entendu depuis la remise des diplômes. J'ai pris l'enveloppe, les mains déjà froides. À l'intérieur se trouvait une seule page imprimée. C'était un rapport de fond sur moi. Chaque emploi auquel j'avais postulé, mon score de crédit, mes dissertations universitaires, mon dossier médical, mes commentaires sur les réseaux sociaux de 2008, même un vieil message que j'avais envoyé à une fille nommée June en première année. Juste une ligne. J'aimerais être assez bien. Il avait tout. Tané m'observait depuis longtemps. J'ai levé les yeux vers elle, la gorge sèche. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi moi? Elle a dégluti difficilement. C'est ce que j'essaie de comprendre. Mais je pense que ce n'était pas juste une liaison. Je pense que tu étais la cible depuis le début. Mes genoux ont légèrement fléchi. Je me suis appuyé sur le capot de sa voiture. Pour la première fois depuis qu'elle avait dit non, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un mariage brisé. C'était peut-être quelque chose de plus sombre, quelque chose de planifié. La feuille de papier se froissa dans ma main alors que je fixais les mots. Ce n'était pas la longueur du document qui me dérangeait. C'était la précision. Quiconque avait compilé cela me connaissait d'une manière que même moi je ne m'étais pas permis de reconnaître. La mise en page n'était pas seulement factuelle. Elle était invasive, structurée, comme si quelqu'un avait suivi ma vie pendant des années, cataloguant tout. Le genre d'informations auxquelles personne n'a accès à moins de creuser bien au-delà de la surface, bien au-delà de ce qui est légal.
Quand j'ai finalement relevé les yeux vers Cali, elle se mordillait la lèvre, passant nerveusement d'un pied à l'autre comme une adolescente surprise en train de fumer derrière le gymnase de l'école. Elle avait peur, sans aucun doute, mais je ne trouvais pas en moi la force de la réconforter. Pas après ce qu'elle avait fait. Pourtant, ce type, Tané, il avait quelque chose sur nous deux, et ça changeait tout. Tu dois commencer à t'expliquer tout de suite, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Qui est-il vraiment? Où l'as-tu rencontré? Elle a hoché la tête rapidement. Une conférence de travail. C'était hors de l'état. Tu te souviens de ce voyage que j'ai fait à Denver l'automne dernier? C'est là que ça a commencé. Il n'était pas de notre entreprise. Il était juste là. Il a dit qu'il travaillait en freelance pour un tas d'agences. Nous avons pris un verre avec l'équipe un soir et il était charmant. Il ne me draguait même pas au début. Il posait juste beaucoup de questions sur mon travail, sur ma vie. Et puis un jour, c'est devenu autre chose. J'ai plissé les yeux. Comment est-ce que ça devient ça? J'ai agité l'enveloppe. Je ne sais pas, a-t-elle lâché, puis a immédiatement baissé la voix. Au début, j'avais l'impression. Je ne sais pas. Comme si quelqu'un me voyait vraiment. Tu étais si distant à l'époque. Et il me faisait me sentir vivante. Je pensais que c'était inoffensif. Puis j'ai commencé à remarquer des choses. Comment il posait des questions étrangement spécifiques sur toi, sur tes années d'université, ta famille, où tu gardais nos dossiers financiers. Au début, je pensais qu'il était juste curieux, mais maintenant je pense qu'il te profilait. J'ai ri amèrement. Alors, tu as couché avec un type qui constituait un dossier sur ton mari? Ça ressemble à de l'amour. Son visage s'est décomposé une seconde, mais je m'en fichais. Je n'essayais pas d'être cruel. J'en avais juste marre d'adoucir la vérité. Elle avait invité cet homme dans nos vies, ouvert la porte et l'avait laissé s'asseoir à la table de tout ce que je croyais autrefois sacré. Je jure que je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Il a dit qu'il voulait m'aider. Nous aider. Que peut-être nous serions mieux séparés. Que tu me cachais quelque chose. Il a fait comme s'il me protégeait de toi. Ça m'a arrêté net. Quoi? Elle a hésité, puis a sorti son téléphone. Tiens, elle m'a montré une série de messages de Tané. Des captures d'écran, des messages que je n'avais jamais vus. Des courriels fabriqués, des photos retouchées de moi dans des endroits où je n'avais jamais été. L'un était une réservation d'hôtel à mon nom daté de notre week-end d'anniversaire, alors que j'avais été avec elle tout le temps. Un autre était un fil de courriel modifié qui donnait l'impression que j'avais recontacté d'anciennes ex dans son dos. Il m'a dit que tu me trompais en premier, a-t-elle dit, la voix brisée. Que tu me manipulais, que tu allais me quitter une fois que ta maîtresse tomberait enceinte. J'ai fait un pas en arrière, stupéfait. Et tu as cru ça? Je ne voulais pas, a-t-elle dit. Mais tu étais si absent. Tu me touchais à peine. Tu semblais distrait tout le temps. Je me suis dit que peut-être. Peut-être que c'était vrai. J'ai eu l'impression que le monde basculait légèrement sous mes pieds. Toutes ces nuits où j'étais silencieux. Tous ces moments où je restais debout tard à chercher du travail sans lui dire. Toutes les façons dont j'avais contenu mon stress parce que je ne voulais pas l'accabler. Tout cela avait été transformé en preuve contre moi. Tu n'as même pas demandé, ai-je marmonné. Elle avait l'air honteuse. Je sais. Alors, et maintenant, ai-je demandé après une longue pause. Pourquoi me dire ça maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Elle m'a regardé avec des yeux qui n'étaient plus défiants, ni défensifs, juste brisés. Il est parti. J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire? Après l'avoir confronté hier soir, il a fait ses valises et a disparu. Son appartement est vide. Aucune trace. Il a même supprimé son numéro. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'avais trouvé le dossier sur toi. Je lui ai dit qu'il était allé trop loin et que j'allais tout te dire. Il a ri. A dit que ça n'avait plus d'importance. Que je n'étais qu'un moyen pour parvenir à une fin. Quelle fin? Elle a hésité. Je crois qu'il visait quelque chose de plus grand. De l'argent, un moyen de pression, quelque chose à propos de ton père. Maintenant, j'étais pleinement alerte. Mon père était mort quand j'avais 17 ans. Je sais,
mais Tané a dit quelque chose de bizarre. Il a mentionné un fonds fiduciaire, un dossier scellé, un procès. Je n'ai pas compris, mais il a dit, tu caches ta véritable identité. Que tu n'étais pas juste un simple professeur remplaçant vivant de chèque de paie en chèque de paie. Je ne pouvais plus respirer. Mes jambes ont cédé, et je me suis appuyé sur le bord de la voiture. Personne ne savait ça, pas même Kali. Je ne l'avais jamais dit à personne. Mon père avait laissé derrière lui un règlement judiciaire privé compliqué après la faillite de son entreprise. Une affaire qui avait été enterrée sous des accords de non-divulgation et des ordonnances judiciaires scellées. J'ai reçu une partie quand j'ai eu 25 ans et je l'ai utilisée pour rembourser des dettes, puis j'ai enfoui le reste dans des investissements. Discret, propre, intouchable. Et maintenant, cet étranger le savait. Pourquoi s'intéresserait-il à ça, ai-je chuchoté. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce qu'il n'était pas juste quelqu'un que j'ai rencontré. Il savait qui tu étais avant même que je ne lui dise. Je pense. Je pense que tout ça a commencé avant même qu'on le rencontre. Avant Denver, avant la liaison. J'ai soudainement eu froid partout. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je pense que quelqu'un l'a envoyé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne pouvais pas. Je la fixais comme si elle avait développé un deuxième visage et que les deux me mentaient. Les mots étaient sortis maintenant. Quelqu'un l'a envoyé, mais il n'avait aucun sens. Qui ferait une chose pareille? Qui le pourrait même? Et pourquoi? Un homme ne s'infiltre pas dans le mariage d'un autre homme pour le sport. On ne séduit pas la femme de quelqu'un et on n'orchestre pas des années de manipulation juste parce qu'on s'ennuie. C'était autre chose. Kali s'appuya contre sa voiture, les bras croisés, le visage pâle sous la douce lumière du parking. Pour une fois, elle ressemblait à quelqu'un qui regrettait quelque chose de trop grand pour être défait. Je voulais lui crier dessus, lui dire qu'elle avait aidé à détruire ma vie, qu'elle avait invité le poison à l'intérieur, puis avait agi surprise quand tout a commencé à pourrir. Mais je n'avais plus l'énergie. Tout ce que j'avais, c'était des questions. Tu penses que c'est lié à mon père, dis-je lentement. Tu en es sûr? Elle a hoché la tête. Il l'a mentionné 2 fois. A dit quelque chose sur des affaires inachevées. Au début, j'ai pensé qu'il essayait de te provoquer, mais maintenant je ne sais pas, je ne pouvais pas y croire. Mon père était mort il y a 2 décennies. Un homme brillant, mais imparfait. Il était le genre d'entrepreneur qui portait le charme comme un costume et laissait des débris derrière lui quand les choses s'effondraient. Quand j'étais enfant, c'était un fantôme qui n'apparaissait que lorsque les lumières étaient vives et les caméras tournaient. Il dirigeait une entreprise de technologie qui a brûlé rapidement et est morte dans le scandale. Détournement de fonds, vol de propriété intellectuelle, procès. Nous sommes passés de la classe moyenne supérieure à peine joindre les 2 bouts en quelques mois. Puis, juste au moment où il semblait sur le point de passer en jugement, il est mort dans un accident de voiture sur une route de montagne. L'autopsie a dit que c'était un AVC. Certains ont murmuré que c'était autre chose, mais je n'ai jamais creusé. Je ne voulais pas. Mon héritage, si on peut même appeler ça comme ça, est venu d'un règlement discret entre les partenaires restants. Il y avait des accords de non-divulgation, des documents scellés et un conseiller financier qui m'a dit d'oublier ça et de vivre ma vie. Et c'est ce que j'avais fait. Jusqu'à maintenant. Daryl, dit Kali plus doucement. Je pense que tu dois découvrir qui était vraiment Tané. L'idée me terrifiait, mais elle me donnait aussi un étrange sentiment de concentration, comme si quelqu'un avait claqué des doigts dans une pièce sombre, et que je pouvais soudainement voir le contour des murs autour de moi. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de noms. Et il n'y avait qu'un seul endroit qui pouvait me donner ne serait-ce qu'une partie de cela. L'ancien partenaire de mon père, Julian Cross. Julian avait disparu des médias des années auparavant, après l'implosion de l'entreprise. La rumeur disait qu'il avait acheté une propriété dans le nord du Vermont et était devenu un reclus total. Pas d'internet, pas de téléphone, juste des panneaux solaires et une antenne parabolique. J'avais toujours sa dernière adresse postale connue. Je l'avais gardée dans un tiroir plein de choses que je n'avais jamais eu le courage d'affronter. Des lettres juridiques, de vieilles photos, la seule note manuscrite que mon père m'ait laissée, qui disait simplement « Ils ne te laisseront jamais vivre tranquillement. Sois plus malin que moi. » J'ai réservé le bus cette nuit-là. Sans plan, sans bagage. Je n'ai même pas prévenu Kali. Je suis juste parti. Le trajet fut long,
brumeux et rempli du genre de silence anxieux qui vous fait vous demander si vos propres souvenirs ont jamais été réels. Je n'arrêtais pas de regarder par la fenêtre comme si je m'attendais à ce qu'un fantôme apparaisse dans les arbres. Le visage de Tané flottait sans cesse dans ma tête. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait vraiment. Tout ce qui le concernait avait été filtré par l'expérience de Kali, son charme, sa confiance, sa séduction. Mais maintenant, avec ce que je savais, rien de tout cela n'avait d'importance. Il n'était pas son amant. Il était une arme. Au moment où je suis arrivé dans le Vermont, il faisait presque nuit. La ville où Julian était censé vivre se qualifiait à peine de ville, juste un ensemble de vieilles maisons, un dîner et un magasin général qui vendait aussi des couteaux de chasse et des livres d'occasion. J'ai dû marcher le dernier kilomètre jusqu'à sa propriété. La route était envahie par la végétation, plus un chemin de terre qu'une allée. Quand j'ai atteint la lisière des bois et que j'ai vu la cabane à travers les arbres, je me suis demandé si je n'avais pas fait une erreur. Mais alors la porte s'est ouverte. Julian Cross n'avait pas bien vieilli. Ses cheveux gris étaient filandreux, sa barbe négligée, et ses yeux semblaient ne pas s'être vraiment reposés depuis des années. Mais il m'a reconnu immédiatement. « Daryl », dit-il en clignant des yeux, comme s'il n'était pas sûr que je sois réel. « Tu ressembles à ton père, juste moins en colère. » Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors je n'ai rien dit. Il m'a fait signe d'entrer. L'intérieur de sa cabane était étonnamment propre, rempli de livres poussiéreux, de vieux disques durs et de boîtes d'archives étiquetées au marqueur noir avec des titres cryptiques comme « Black Sparrow » et « Montreux ». 1998. Je suis allé droit au but. Je pense que quelqu'un me cible. Quelqu'un qui connaissait mon père. Il a utilisé un faux nom, Tané. Est sorti avec ma femme, l'a manipulé, a collecté des données sur moi, lui a dit que je cachais quelque chose. A mentionné un fonds fiduciaire, une affaire scellée. Tu étais là. Tu sais ce qui s'est passé? Dis-moi ce qu'ils essaient de trouver. Julian s'est assis lentement, comme si le poids de mes mots l'avait vieilli de 10 ans en 10 secondes. Il a fouillé dans un tiroir, en a sorti un dossier et l'a posé sur la table entre nous. Tu veux vraiment savoir ce que ton père a enterré? Demanda-t-il. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour rien. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait la photo d'un jeune homme en costume, beau, bronzé, confiant. Il me semblait vaguement familier. J'ai réalisé après quelques secondes que c'était le même homme que j'avais vu sur la photo floue que Kali m'avait montrée. Ce n'est pas Tané, a dit Julian. Qui est-ce? Julian a expiré. Son vrai nom est Lan Mercer. Et ton père a ruiné sa famille. Je fixais la photo comme si c'était une illusion d'optique. L'homme qui me regardait avait un sourire de politicien, une mâchoire qui pouvait couper du verre et des yeux qui contenaient le genre d'obscurité que l'on ne remarque qu'après lui avoir déjà fait confiance. C'était donc lui, Lan Mercer. L'homme qui avait démantelé mon mariage avec un murmure et un sourire. L'homme qui avait fait croire à ma femme que j'étais le menteur, le tricheur. L'homme qui m'avait étudié, disséqué ma vie, puis l'avait utilisé comme un scalpel pour me vider de mon sang sans jamais me toucher. Ton père n'a pas seulement ruiné la famille de Lan, dit Julian, la voix plus basse maintenant. Il les a détruits publiquement, délibérément. Je ne pouvais pas détourner le regard de la photo. Je n'ai jamais entendu parler de ce type. Comment est-il même lié à notre famille? Pourquoi moi? Julian attrapa une boîte d'archives derrière lui, l'ouvrit et en sortit une enveloppe manie avec une écriture que je reconnus instantanément, celle de mon père. Cette même écriture anguleuse et acérée qu'il utilisait pour signer des chèques ou écrire des avertissements dans les marges des documents juridiques. Julian la fit glisser sur la table et me fit signe de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de courriels imprimés et de mémos juridiques, des coupures de chroniques économiques, des dépôts au tribunal, des transcriptions de procès. Au centre de tout cela se trouvait un nom que je ne m'attendais pas à voir. Arthur Mercer, le père de Lan. Lui et ton père étaient partenaires autrefois, expliqua Julian. Pas officiellement. C'était un accord verbal. Un de ces arrangements non officiels. Arthur avait le génie technique. Ton père avait le charme, l'instinct médiatique, le soutien financier. Ensemble, ils ont développé un logiciel de cryptage bien en avance sur son temps. Un prototype. Ça aurait changé le monde de la cybersécurité. Mais juste avant qu'ils ne puissent le breveter ensemble, ton père l'a déposé en solo et a prétendu qu'Arthur n'avait jamais eu de participation légale. Il l'a enterré sous la paperasse.
A gagné le procès. A obtenu tous les droits. Arthur a tout perdu. A fait faillite. A finalement fait une dépression nerveuse. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Donc l'âne a grandi en regardant son père s'effondrer. Julien hocha la tête sombrement. Pire. Arthur Mercé a fini dans un établissement public. Ne pouvait plus prendre soin de lui-même. L'âne avait 16 ans. Pas d'argent, pas d'héritage, plus de nom de famille sur lequel s'appuyer. Et ton père? Il a encaissé 2 ans plus tard et a acheté un appartement à Monaco. Je me suis assis, stupéfait. Je savais que mon père n'était pas un saint, mais ça. C'était de la cruauté déguisée en affaires. Il ne m'a jamais parlé de ça. N'a jamais mentionné les Mercé. Pas une seule fois. Julien se pencha en avant. L'âne a disparu des radars publics après l'université. A changé de nom. Est devenu invisible. Je me suis toujours demandé s'il reviendrait pour se venger. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Ai-je demandé. Parce que je pensais que c'était fini. Ton père était parti. Arthur était un fantôme et tu n'étais qu'un gamin à l'époque. Tu ne savais même pas ce qui se passait. Mais l'âne n'a pas oublié, dis-je doucement. Non, dit Julien. Il a attendu. Et maintenant, ça avait du sens. Tout ça. Pourquoi t'anner? L'âne avait cherché Cali. Pourquoi il s'était tissé dans sa vie, l'avait manipulé, avait déformé sa perception de moi. Pourquoi il avait constitué un dossier sur moi jusqu'au message d'adolescent que j'avais envoyé à une fille dans une salle d'informatique. Il ne voulait pas seulement se venger. Il voulait l'humiliation, l'implosion, me faire souffrir de la même manière que son père. Impuissant, rejeté, laissé à pourrir dans les ruines d'une vie que quelqu'un d'autre avait le pouvoir de briser. Sais-tu où il est? Ai-je demandé. Julien secoua la tête. Il est prudent, mais il a laissé des traces. J'ai suivi l'une des sociétés écrans qu'il a utilisées pour louer un appartement à Washington. Ce bail s'est terminé la semaine même où ta femme l'a confronté. Il est déjà parti, mais je peux essayer de le trouver. Je n'ai pas hésité. Fais-le. Julien hocha la tête et sortit une clé USB. Prends ça. Il y a tout ce que j'ai collecté. Peut-être que ça t'aidera à comprendre toute l'étendue. En glissant la clé dans ma poche, un calme étrange s'est installé en moi. Le choc s'était estompé. La tristesse s'était calcifiée. Je ne me sentais plus comme l'homme impuissant assis dans le coin de sa propre vie. Je sentais quelque chose d'autre monter. La clarté. Mais au moment où je suis sorti de la cabane de Julien et que j'ai allumé mon téléphone, toute cette clarté s'est fissurée. 12 appels manqués de Cali. Un message vocal. J'ai hésité, puis je l'ai écouté. Sa voix était frénétique. Paniqué. Daryl, s'il te plaît, rappelle-moi. Je crois que quelqu'un est entré dans la maison. La porte était ouverte quand je suis rentré. Ton ordinateur portable a disparu. Le tiroir avec les papiers des impôts est vide. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il te plaît, viens. J'ai peur. Je me suis mis à courir. Au moment où je suis revenu en ville, le ciel avait pris une couleur que je ne peux décrire que comme meurtrie. Des nuages épais pendaient lourdement au-dessus de la ligne d'horizon, comme s'ils essayaient d'étouffer le soleil. Je n'ai pas pris de taxi. Je n'ai pas attendu un VTC. J'ai couru de la gare jusqu'au quartier que nous appelions autrefois notre maison. Ma poitrine brûlait, mes jambes tremblaient, mes pensées martelaient. Pas parce que je m'inquiétais pour les meubles ou quelques documents fiscaux. C'était le schéma. L'âne avait déjà pris des morceaux de mon passé, empoisonné mon présent, et maintenant il était dans mon futur, volant vers l'avant, tirant les ficelles. Quand j'ai tourné dans notre rue, j'ai vu Cali faire les 100 pas dehors. Ses cheveux étaient attachés en arrière comme si elle n'avait pas dormi, et ses doigts tremblaient alors qu'elle montrait la porte d'entrée. Elle était entr'ouverte, une fente d'absence là où quelque chose aurait dû être sécurisé. Cette porte avait été le seuil de notre vie. L'endroit où je l'avais portée dans mes bras tremblants le soir de notre mariage. Maintenant, elle pendait de travers, impuissante. Nous n'avons pas parlé. Je suis entré. La maison était étrangement silencieuse, pas saccagée, pas mise à sac. C'était pire.
Cela signifiait que quiconque était venu ici savait exactement ce qu'il cherchait, et il l'avait trouvé. Le tiroir de mon bureau, celui que j'utilisais pour les choses importantes, était vide. Relevé bancaire, carnet de mots de passe, compte de retraite. Même la clé USB que j'avais sauvegardée de la cabane de Julien. Disparu. J'ai ouvert le placard. Le coffre-fort ignifuge avec nos passeports et notre certificat de mariage avait été forcé et laissé comme une coquille vide. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a serré la gorge. Une photo sur le mur du couloir, l'une des dernières d'avant que tout ne tourne mal, manquait. Mais pas au hasard. Ce n'était pas un voleur qui ne voulait pas que son visage soit pris dans le cadre. Non, c'était intentionnel. L'espace où la photo avait été accrochée était nettoyé, tandis que le mur environnant avait cette faible ombre rectangulaire du temps. C'était un message, une signature. J'étais là. J'ai pris ce qui compte. Je me suis tourné vers Kali. As-tu touché quelque chose? Elle a secoué la tête. Juste la poignée de la porte. Je t'ai appelé tout de suite. Je dois voir les caméras. Nous n'avons pas de caméras, dit-elle doucement. Si, nous en avons. Le voisin d'en face, Victor. Il a la sonnette avec caméra qui filme la moitié du jardin avant. J'y vais. Je n'ai pas attendu qu'elle me suive. J'ai traversé la rue en courant, j'ai frappé à la porte comme un homme en feu. Victor a répondu avec une tasse de café dans une main et la surprise dans les yeux. Daryl, ça va? J'ai besoin de voir les enregistrements de ta caméra, maintenant. Il n'a pas posé de questions. Il s'est juste écarté. En quelques minutes, nous regardions des images granuleuses de notre allée. La plupart étaient sans histoire, des camions de livraison, quelqu'un promenant son chien. Mais à 3h17 du matin, un SUV sombre s'est garé. Pas trop tape à accent grave-l'œil, ni trop abîmé. Un homme en est sorti, portant une casquette de baseball et des gants. Il se déplaçait avec détermination. Savait exactement où se trouvait le capteur de la serrure. Ne l'a pas forcé. A juste tapé sur l'appareil et la porte s'est déverrouillée. Il est resté à l'intérieur pendant 13 minutes. Pas de panique, pas de précipitation. Quand il est sorti, il ne portait ni sac ni boîte, juste une mallette. Je me suis penché. Peux-tu zoomer? Victor a essayé. Le visage n'est jamais apparu complètement, mais juste avant que l'homme ne glisse dans la voiture, il s'est arrêté. Il a levé les yeux vers la caméra, pas directement, mais presque. C'était lui. Je n'avais pas besoin d'un visage clair. J'ai reconnu cette arrogance subtile, cette posture, la façon dont il se déplaçait comme s'il possédait le moment. Lann Mercer était entré chez moi pendant que j'étais à l'autre bout de l'état et il avait pris ce dont il avait besoin pour terminer la partie. Victor a copié les images sur une clé USB pour moi. Je l'ai prise, les remercié et je suis parti. Kali était toujours dans le salon, fixant le trou où se trouvait autrefois la photo. Pourquoi celle-là, a-t-elle demandé quand je suis rentré. Pourquoi prendre celle-là? Je n'ai pas répondu. Parce que je savais déjà. C'était la photo de nous dans le Vermont. Le voyage que je lui avais offert en surprise l'année après notre mariage. Le seul week-end où nous étions vraiment heureux. Cette photo n'avait jamais été en ligne, jamais sauvegardée. C'était un moment que nous avions encadré parce qu'il signifiait quelque chose. Et maintenant Lann l'avait. Pas pour se souvenir de nous, mais pour nous effacer, pour transformer même les bons souvenirs en outils. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable, mon ordinateur de secours, l'ancien que j'utilisais avant le mariage. Il était poussiéreux et lent, mais il contenait encore quelque chose que Lann ne connaissait probablement pas, un dossier intitulé « Archives ». À l'intérieur se trouvaient des documents bancaires que j'avais scannés lorsque j'ai reçu le fonds fiduciaire pour la première fois, des communications avec la société de conseil financier. L'un des documents comprenait une liste de bénéficiaires sous scellés, une clause du règlement de mon père. Je n'y avais jamais regardé de près. Maintenant, je l'ai fait, et mon estomac s'est noué. L'un des noms était Hélène Mercer, la mère de Lann. Soudain, tout s'est mis en place. Le fonds scellé n'était pas seulement pour moi. Mon père avait su qu'il avait détruit une famille. Peut-être par culpabilité, peut-être par peur, peut-être par ordre du tribunal. Quelle que soit la raison, il avait fait en sorte que la mère de Lann reçoive des versements discrètement, en privé, protégés par la non-divulgation et cachés dans le maquis financier de la paperasse d'entreprise.
Mais Lan avait dû le découvrir. Et s'il l'avait fait, alors il savait aussi ce que je n'avais jamais vu, que la clause finale du fonds exigeait mon autorisation pour libérer le montant restant. Ce qui signifie que Lan ne pouvait pas y toucher à moins que je ne signe. J'étais le gardien. Et maintenant, je comprenais quel avait toujours été le jeu. Pas seulement la ruine, pas seulement l'humiliation. C'était du chantage, de la manipulation. Il ne voulait pas me détruire. Il me voulait désespérer. Si bas que je ferais n'importe quoi, signerais n'importe quoi. Je me suis levé d'un bond. Kali a eu l'air surprise. Où vas-tu? Mettre fin à ça, ai-je dit, avant qu'il ne le fasse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Je suis resté assis dans ma voiture devant la maison. Moteur éteint, les mains agrippées au volant. Je fixais l'horizon tandis que la nuit se retirait lentement pour laisser place au matin. J'ai pensé à tout. Comment j'en étais arrivé là? Comment un étranger était entré dans ma vie comme un ami? Comment la femme que j'aimais s'était laissée devenir l'arme qui m'avait presque détruit? Mais surtout, j'ai pensé au moment où mon père avait essayé de me prévenir. Ils ne te laisseront jamais vivre tranquillement. Sois plus malin que moi. Il ne parlait pas de concurrents, de marché ou d'actionnaires. Il parlait de culpabilité. Et peut-être, à sa manière brisée, il essayait de se racheter. Ce fonds fiduciaire. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une bouée de sauvetage. Des excuses de dernière minute aux personnes qui l'avaient blessé. Des gens comme Hélène Mercé, et des gens comme moi, son fils, qui devaient porter la honte qu'il n'avait jamais publiquement assumée. J'ai passé la journée suivante à appeler tous les contacts avec lesquels Julien avait jamais travaillé, tous les liens juridiques du fonds, tous les fils numériques. J'ai retracé la dernière adresse IP connue que Lan avait utilisée pour télécharger les fichiers qu'il avait volés chez moi. Puis j'ai retracé le point d'accès qu'il a utilisé pour se reconnecter. La géolocalisation se trouvait dans le Maryland, une ville rurale juste à l'extérieur de Rockville. Je n'y suis pas allé seul. J'ai appelé Julien, lui ai dit ce que j'avais trouvé, et il m'a rejoint à mi-chemin. En fin d'après-midi, nous nous tenions devant une propriété délabrée cachée derrière un grand portail et des haies. Le genre d'endroit que l'on loue quand on ne veut pas être vu. Nous n'avons pas frappé. Julien connaissait quelqu'un qui pouvait obtenir un mandat pour forcer l'accès au lieu via une clause de fraude numérique liée au vol de mon ordinateur portable. C'était calme. Lan était parti. Mais nous avons trouvé ce dont nous avions besoin, des fichiers, des disques durs, un plan détaillé, des notes sur moi, sur Kali, sur mon père, même des notes sur Julien. Le plus glaçant, il avait des copies des documents du fonds fiduciaire, annotés, marqués au stylo rouge. Il doit être celui qui autorise. Le briser. Le briser. C'était tout l'enjeu. Je n'ai jamais été la cible à cause de qui j'étais. J'étais la cible à cause de qui je n'étais pas. Je n'étais pas mon père. Je n'étais pas un homme qui ruinait des vies pour le profit. Je n'étais pas quelqu'un qui enterrait la culpabilité sous des comptes bancaires et des mensonges. Et c'est ça, ironiquement, qui m'a sauvé. Je n'ai pas renoncé à mes valeurs. Je n'ai pas détruit quelqu'un pour me protéger. Je suis parti. 3 jours plus tard, j'ai tout soumis aux autorités compétentes. Julien m'a aidé à rédiger un rapport juridique complet. Nous avons protégé ce qui restait du fonds. J'ai même demandé qu'il soit restructuré. 50% à verser à une fondation au nom d'Hélène Mercé, publiquement, de manière transparente. Et le reste, je l'ai donné. C'était le seul moyen de briser le cycle. Kali et moi nous sommes revus une dernière fois après ça, dans un petit café près du lac, loin de notre ancien quartier. Elle avait l'air plus âgée, pas d'une manière fatiguée, mais d'une manière réfléchie. Elle s'est excusée à nouveau. Sincèrement. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Non pas parce que j'avais oublié, mais parce que je refusais de porter l'amertume plus longtemps. Elle a pleuré. Pas moi. Nous nous sommes dit au revoir comme deux personnes qui s'étaient autrefois aimées profondément et qui comprenaient maintenant que l'amour ne peut pas survivre seul. Il a besoin d'honnêteté, de sécurité, de loyauté. Nous ne nous étions pas donné cela. Pas quand c'était le plus important. Les semaines ont passé. Puis les mois. J'ai déménagé dans une ville plus petite. J'ai retrouvé du travail. Rien de glamour, juste honnête. J'ai commencé la photographie le week-end.
Il y avait quelque chose de curatif à capturer des moments qui ne pouvaient pas être truqués. Authentique. Un après-midi, je me suis retrouvé à me promener dans une foire de rue et je me suis arrêté pour regarder un petit garçon essayer de faire voler un cerf-volant en papier qui ne cessait de s'écraser. Son père s'est agenouillé à côté de lui, a ajusté la structure, lui a murmuré quelque chose, et ils ont réessayé. Le cerf-volant s'est envolé. J'ai souri. Ça faisait un peu mal, mais ça faisait du bien aussi. Parfois, le moment le plus puissant de votre vie n'est pas celui où vous vous battez, où vous criez ou vous brûlez tout. Parfois, c'est quand vous vous en allez avec rien d'autre que votre nom et la conviction silencieuse que vous n'êtes pas devenu la pire partie de votre histoire. Parce que ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas brisé. Je ne fais que recommencer.